Mais je vous le disais, on va parler des tests de logique et de compétences managériales avec vous, Jean-Luc Bernot, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes professeur des universités, concepteur de ces tests de l'ESSEC. Alors on va tout de suite essayer de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. En quoi d'abord cette épreuve de test de logique et de compétences managériales consiste-t-elle ? Alors, c'est une épreuve importante, évidemment, pour l'ESSEC, parce qu'elle permet d'évaluer des compétences importantes pour réussir en formation. Elle est composée de deux parties, une série d'épreuves dites de tests de logique qui permettent de mesurer plutôt des compétences académiques, intellectuelles, savoir réussir des problèmes complexes, savoir s'adapter à des situations académiques. Et puis par ailleurs, des tests de compétences managériales qui visent plutôt à évaluer la capacité à gérer, à manager, à faire face à des situations commerciales, de création d'entreprises, d'entrepreneuriat, etc. Combien de temps elle va durer cette épreuve et comment elle est décomposée un petit peu ? Alors, au total, c'est une épreuve qui va durer une demi-journée, environ 3h30 à 4h. Donc c'est un format un petit peu plus court que les autres années, qui va avoir lieu sur une demi-journée, l'après-midi, alors qu'habituellement on avait plutôt un format sur une journée. Et donc elle est décomposée en une succession de petites épreuves qui durent entre 10 et 30 minutes chacune. Il y en a une petite dizaine qui sont prévues cette année. On doit respecter le timing, on reçoit le sujet au début pour les 10 minutes ou on organise son temps comme on veut durant l'épreuve ? Oui, alors là, on fait vraiment tout pour faciliter la tâche aux candidats et aux candidates, c'est-à-dire qu'on leur donne des consignes très précises pour les mettre à l'aise, leur permettre de comprendre exactement ce qui est demandé. Un timing précis est également fourni, de façon à savoir exactement comment organiser son travail. En bref, on fait vraiment tout pour faciliter la tâche et déstresser les candidats. Combien de questions il va y avoir au total dans ces épreuves ? Alors au total, on est autour de 400 questions, voilà, tout compris, vraiment, en sachant que bien sûr, les candidats ne traitent pas tout. En général, on en fait à peu près la moitié, peut-être les 2/3 pour les plus rapides, mais on ne demande pas vraiment aux candidats de tout traiter. Donc, c'est fait exprès, entre guillemets, pour que ça soit intraitable sur le temps imparti ? Alors, c'est fait exprès, oui et non. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'empêcher les candidats de composer, mais c'est plutôt de faire en sorte que les plus rapides puissent vraiment arriver au bout. Donc, il y a cette logique d'épreuve un petit peu adaptative. Ceci étant dit, si vraiment on ne fait pas tout, il ne faut pas stresser outre mesure, puisque la qualité des réponses intervient grandement dans la notation. C'est-à-dire qu'il y a des points négatifs si on donne une mauvaise réponse, comment ça fonctionne ? Alors, il y a des points négatifs qui, effectivement, pénalisent les mauvaises réponses. Et puis, de façon générale, si on donne une réponse inexacte, on ne va pas incrémenter de points et donc ça ne va pas servir à remonter dans le classement. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est d'essayer d'aller le plus rapidement possible au risque, enfin même c'est pas un risque, il vaut mieux parfois passer une question qu'on ne comprend pas ou on est en train de buter plutôt que de rester trop longtemps dessus ? Alors, dans tous ces tests, comme dans la vie professionnelle ou la vie universitaire ou dans les études supérieures, il y a deux critères qui sont pris en compte. D'une part, la qualité des réponses, la performance, mais aussi l'efficience, la rapidité, le fait de pouvoir travailler avec un certain rythme. Donc, on prend en compte les deux notions. Donc, il faut arriver dans ces épreuves, effectivement, à la fois être juste et en même temps travailler avec un certain rythme, une certaine productivité. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir certaines questions dont il est prévu en avance que la réponse ne soit pas immédiate, ou en tout cas, pas des questions pièges, mais en tout cas que ça soit prévu qu'au milieu de questions qui peuvent paraître tout à fait anodines et faciles à réaliser, on vienne glisser des questions qui sont un peu plus complexes ? Alors, on ne cherche pas à piéger les candidats. Jamais. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'attirer les talents, de mettre en évidence des compétences. Et donc, ce n'est pas le but. Ceci étant dit, effectivement, certaines questions sont plus complexes que d'autres. Donc, vont demander un temps de réflexion, d'analyse plus élaboré. Et ça fait partie aussi de l'épreuve. Et c'est un aspect qu'on va mesurer, de vérifier que les candidats arrivent bien à traiter un certain nombre de questions assez complexes. Quel est l'intérêt de placer ces tests dans le processus de recrutement ? Qu'est-ce qu'ils vont évaluer concrètement ?
Alors, ces épreuves sont utilisées dans un grand nombre d'établissements sur le plan international pour recruter des étudiants, pour recruter des forts potentiels, pour recruter des cadres et des cadres dirigeants dans les entreprises aussi. Donc c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée scientifique qui a été démontrée depuis plus d'un siècle. Par ailleurs, ce sont des épreuves qui sont très complémentaires des épreuves scolaires traditionnelles, des épreuves qu'on passe lors des concours, puisqu'elles vont mesurer des compétences, des habiletés, des aptitudes, des capacités à s'adapter, qui sont très importantes pour la suite du parcours et qui vont mesurer vraiment des ressources fondamentales pour pouvoir s'adapter au monde d'aujourd'hui, qui est un monde complexe, changeant, qui demande lui aussi de faire face à des situations nouvelles en permanence. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont un peu récurrentes dans ces tests? Est-ce qu'il y a des pièges? Alors vous disiez pas de pièges, mais est-ce que, en tout cas, les étudiants ont parfois tendance à reproduire les mêmes erreurs? Oui, alors la précipitation, par exemple, ça peut être effectivement une situation, c'est-à-dire on essaye de traiter un problème sans lire l'énoncé, on donne des consignes, on donne des principes dont le but est d'être aidant. En général, pour la plupart des épreuves, on fournit des exemples corrigés. Le but, c'est vraiment d'aider les candidats à comprendre la logique qu'on leur propose et la démarche à laquelle ils doivent s'attendre. Donc voilà, la précipitation, la mauvaise gestion du temps aussi, c'est-à-dire le fait de trop ralentir à certains moments, de ne pas avoir une stratégie opérante, c'est-à-dire peut-être de passer trop de temps sur certaines questions et pas assez sur d'autres. Donc il faut arriver en fait à optimiser la tâche, comme on le fait aussi dans tous les concours ou dans toutes les épreuves. On a un énoncé, on essaye d'avoir une vue d'ensemble et ensuite on répartit ses efforts de façon à être efficient sur l'ensemble des problèmes. Vous le disiez, il y a des sujets corrigés qui sont disponibles. Comment on s'y prépare au mieux? Là, celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ne savent pas encore s'ils sont admissibles ou pas, l'espèrent et on l'espère pour eux. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent d'ores et déjà commencer à s'exercer? Est-ce que c'est un peu comme les sudoku sur le bord de plage? On en fait un peu et puis on finit par comprendre la mécanique. Comment bien s'y préparer? Alors, il y a deux logiques, c'est-à-dire qu'on peut se préparer, mais il ne faut pas se surpréparer. Se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement prendre connaissance de ce que ces épreuves mesurent, la façon dont elles fonctionnent, la façon dont elles sont composées. Donc par exemple, être là aujourd'hui, pouvoir assister à la journée du Spring Day, pouvoir aussi télécharger la brochure de préparation des tests que l'ESSEC édite chaque année, c'est une excellente préparation, ça permet de se familiariser. On fournit aussi des exemples dans cette brochure qui permet de voir un petit peu la nature des problèmes qui sont proposés. Tout ça est déstressant, permet vraiment de prendre un petit peu de distance et puis aussi de voir le type de réponse attendue. C'est une excellente préparation. On peut aussi se préparer par ailleurs. Il existe dans les librairies un très grand nombre d'ouvrages de préparation. On peut s'en inspirer pour les travailler aussi, pour acquérir du rythme, pour voir un petit peu le type d'esprit, d'état d'esprit attendu. Après, il ne faut pas se surpréparer parce que ça ne sert à rien. Toutes les études le montrent. Si on passe 200 heures à se préparer, ça va être plutôt contre-productif puisque en fait, on ne peut pas apprendre de réponses type dans ces tests. Ça peut même être bloquant puisque en fait, on va mesurer dans ces tests la capacité d'adaptation, la capacité à faire face à des situations nouvelles. Et par nature, celles-ci, on ne peut pas les apprendre au préalable. Et ce qu'il faut dire peut-être, c'est que ces tests, ils sont très utilisés en entreprise sur un certain nombre de fonctions stratégiques, directoriales. On a comme ça tout un tas de questions qui vérifient la logique, les capacités de réponse, même une certaine forme de psychologie aussi derrière. C'est un peu le cas aussi de ces tests. On va comprendre en fait qui sont les candidats à travers la manière dont ils répondent et même le fait de mal répondre à une certaine typologie de questions, ça dit quelque chose du candidat et de sa psychologie? Oui, on a un siècle de recherche scientifique sur ces questions-là qui démontrent très clairement la valeur ajoutée des tests, en particulier pour les profils à fort potentiel, pour les futurs cadres, pour les futurs dirigeants. Et donc avec des logiques qui vont permettre de repérer des capacités à travailler dans des environnements complexes, à traiter beaucoup d'informations à la fois, à prendre des décisions, mais aussi à comprendre les environnements d'aujourd'hui, qui encore une fois, je le disais précédemment, sont dans des environnements extrêmement mouvants, parfois déstabilisants, où il faut s'adapter très vite aux nouvelles technologies, aux nouveaux enjeux, aux nouveaux besoins de la société.
Et donc, les tests essayent de mesurer certaines de ces compétences essentielles pour pouvoir effectivement s'adapter dans le futur. Comment on fait pour réfléchir comme un bon futur dirigeant? Est-ce qu'il y a une manière de penser qui peut nous permettre d'être évalué comme un bon dirigeant? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le bon dirigeant, dans sa manière de Il y a réfléchir? plusieurs paramètres. La première donnée, c'est être capable d'analyser, de synthétiser des informations, voilà, de partir des données du réel, de les comprendre, de les décortiquer, de les sérier, d'arriver à partir de là, de prendre des décisions qui vont être efficaces. C'est aussi être capable de tenir compte de ses émotions. C'est également ajouter une dimension sociale, c'est-à-dire pouvoir comprendre l'environnement humain dans lequel on fonctionne, le rapport au collectif, le rapport aux autres, comment on motive des équipes, comment on organise le travail, comment on tient compte aussi de tous les nouveaux enjeux de la société qui peuvent être des questions d'éthique, des questions d'environnement, des questions d'adaptation sociale. Et donc le dirigeant, c'est quelqu'un qui doit savoir intégrer tout ça véritablement et être inspirant pour son environnement. Donc ça fait beaucoup d'enjeux à la fois. Et c'est vrai que ces tests-là participent à attirer les talents qui sont attendus dans ce sens. Si vous nous rejoignez en direct sur les réseaux sociaux de l'ESSEC, on est toujours en train d'aborder ces tests de logique et de compétences managériales avec les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer sur les réseaux sociaux. On est là pour y répondre. On va faire un focus, si vous voulez bien, sur chacune des composantes de ce test. D'abord, le côté logique, test de logique. À quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'on a une succession, par exemple, de carrés, triangles et il faut savoir ce qu'il faut mettre après? Est-ce qu'il faut savoir calculer vite? Est-ce qu'on revoit ces tables de multiplication? Qu'est-ce qu'il y a dans ces tests de logique? Alors, la première chose importante, c'est que ce ne sont pas des tests de connaissances. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose de réviser ces données fondamentales en mathématiques ou en français, ou en tout cas très très peu, puisqu'on est plutôt sur des tests de raisonnement, d'aptitude à résoudre des problèmes, qui vont reposer principalement sur deux composantes. La composante logique, c'est-à-dire être capable de faire des inférences, analyser, comprendre des logiques formelles précises et pouvoir trouver des solutions optimales aux problèmes qui sont posés. Donc là, on est vraiment dans une démarche de compréhension de la complexité et d'adaptation à des environnements qui sont vraiment particulièrement logiques. Il y a une deuxième dimension qui est prise en compte qui touche plutôt la maîtrise du langage, la capacité à communiquer, la capacité à transmettre des informations, parce qu'on sait que cette dimension-là est aussi fondamentale aujourd'hui dans les apprentissages et dans les organisations. Il faut pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, il faut pouvoir le saisir et il faut pouvoir aussi restituer des informations et les communiquer à l'ensemble des partenaires, que ce soit des clients, des collaborateurs, des salariés de l'organisation, enfin tous ceux qui sont amenés à travailler avec celui qui est amené à diriger des équipes. Donc là, il y a une dimension compétence langagière, compétence verbale qui est prise en compte et qui va reposer sur la compréhension du langage, l'analyse de texte, l'analyse de mots, la capacité à ne pas faire des contresens dans l'utilisation des termes. Donc voilà, tout un ensemble de ressources dont on sait qu'elles sont absolument fondamentales pour optimiser la communication. C'est quoi? Ça peut être des questions comme la fille de l'oncle de mon père, il faut savoir le lien ou... Oui, alors en sachant que ce n'est pas trop tarabiscoté quand même, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas vraiment d'être sur des sommets vertigineux, mais de vérifier si on a bien des procédures de logique verbale optimales. Donc ça peut être des synonymes par exemple, ça peut être des compréhensions de phrases, ça peut être des phrases à trous, ça peut être tout ce qu'on a pu utiliser et dont on a pu démontrer jusqu'à présent que ces épreuves-là permettaient de mesurer des compétences verbales efficientes pour pouvoir communiquer efficacement. Vous avez testé par curiosité des outils d'intelligence artificielle pour savoir s'ils réussissaient ces tests ou vous n'avez pas encore fait le test? Alors, on n'a pas encore fait le test, mais je pense que les outils d'intelligence artificielle sont encore un peu loin d'une capacité à déjouer toutes les ressources qu'on mobilise. Alors ça viendra peut-être, ceci étant dit, mais de toute façon, les candidats n'auront pas accès
à tout ce qui est intelligence artificielle pendant les épreuves, donc ils ne pourront pas les mobiliser. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que si aujourd'hui les IA ne réussissent pas, c'est qu'il y a une vraie singularité de l'esprit qui peut être découverte à travers ces tests. Deuxième partie, on le disait, c'est le test plus de compétences managériales. Comment on évalue des compétences managériales? Est-ce que c'est des QCM avec des mises en situation? Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors là, le principe est un petit peu différent parce que dans les tests de logique, on a vraiment des énoncés qui sont assez formalisés, assez techniques, j'ai envie de dire, assez décontextualisés. Alors que dans les tests de compétences managériales, ça va être vraiment contextualisé. On va présenter des situations types qui sont empruntées à des situations réelles d'entreprise ou d'associations. Puisqu'en fait, les étudiants à l'ESSEC vont être très vite engagés dans la vie professionnelle à travers leurs expériences, mais aussi à travers la vie associative. Donc on présente ces situations et on va demander aux candidats de les analyser, de les comprendre et de proposer les comportements qu'ils choisiraient ou qu'ils manifesteraient s'ils étaient confrontés à une situation similaire. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une sorte d'immersion dans un monde social, professionnel, avec toutes ses composantes. Et on va essayer de s'adapter à ce monde pour montrer ce que l'on ferait dans une situation comparable. Mais alors, il y a une seule bonne réponse à la fois sur les propositions, ou il peut y en avoir plusieurs, parce que on peut dire, bah oui, mais chacun a sa manière de manager. Est-ce qu'il y a vraiment une seule manière de faire? Alors, de façon générale, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs bonnes réponses possibles. Néanmoins, on va en privilégier une seule. Et dans les tâches qu'on va proposer cette année, il y aura à choisir la réponse qui correspond au choix que l'on ferait de façon privilégiée et celle que l'on exclut, c'est-à-dire celle qu'on considère comme la moins opérante. Et donc, on va tenir compte de ce binôme, si je puis dire, pour pouvoir évaluer les compétences des candidats. Mais alors, dans cette partie-là, est-ce qu'il faut être très sincère et dire exactement comment on ferait? Par exemple, je ne sais pas s'il y a une situation avec un employé, comment on fait? On sait qu'on est quelqu'un de sanguin. Naturellement, on aura envie de dire, je licencie la personne, voilà, j'ai plus envie de la voir. Ou est-ce qu'il faut réfléchir comme un meilleur manager et donc se dire, bon, moi, je sais que je licencierai la personne, mais il y a peut-être d'autres manières de faire qui sont plus adéquates. Est-ce qu'il faut être sincère ou est-ce qu'il faut être stratège? Il faut toujours être sincère. De façon générale, l'authenticité est payante. Dans les tests comme dans d'autres épreuves du reste. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez difficile de deviner ce qui est attendu dans l'épreuve. Donc, si on essaye de deviner, on peut faire une mauvaise appréciation et incrémenter plutôt des points négatifs. Donc, autant être soi-même et livrer vraiment sa personnalité. On se prépare à des métiers qui sont des métiers exigeants. On a sans doute réfléchi à sa posture déjà, réfléchi à ses compétences, à ses ressources. Et donc, c'est tout cela qu'il faut essayer de mettre en exergue dans l'épreuve en étant soi-même, tout simplement, comme dans toutes les épreuves d'admission. Dans cette situation, comment on s'y prépare? Là aussi, il y a des annales à faire. Est-ce que, et c'est une question qui revient sur le chat, est-ce qu'il y a des questions qui sont plus académiques sur, je ne sais pas, la gestion des organisations et les concepts qui peuvent être inhérents? Comment on s'y prépare bien? Alors là encore, la brochure donne quelques ingrédients, quelques éléments, c'est-à-dire que l'idée, c'est de voir un peu le format, d'essayer de réfléchir un petit peu au type de réponse qu'on pourrait donner par rapport à des questions similaires. Je crois que cette épreuve, c'est aussi une occasion de penser à sa propre posture, à ses propres compétences, qui l'on est vraiment, ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on privilégie, son système de valeurs. C'est une occasion de penser un petit peu à sa candidature, à sa personnalité, et de voir comment ça pourrait s'opérationnaliser ou se transférer dans une situation associative ou une situation professionnelle. Et ça peut demander effectivement un petit peu de préparation. Là encore, même logique que pour les tests de logique, si je puis dire, c'est pas de surpréparation, ce serait contre-productif. L'idée, c'est d'avoir un peu réfléchi à sa posture. Oui, parce que si on n'a pas forcément d'expérience dans le monde de l'entreprise, de management, il faut plutôt réfléchir à des situations qui nous sont arrivées, comment on a travaillé en groupe, comment on a pu affronter l'adversité. C'est plus ça qu'il va falloir penser?
Oui, alors forcément, quand on arrive à cette étape importante qui sont les épreuves d'admission à l'ESSEC, on a déjà eu des expériences sociales, on a vécu des moments de sport, des moments de culture, des moments familiaux, on a des relations avec les autres, donc on a eu l'occasion d'éprouver un certain nombre de situations avec des situations critiques, avec des problèmes qu'on a rencontrés, des problèmes sociaux, des problèmes humains, des problèmes de diverses natures. Et donc, on peut aussi s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir imaginer quelle serait la réponse que l'on pourrait donner dans une situation comparable. Mais il ne faut pas tomber dans un des écueils, d'ailleurs, je crois que ça a été théorisé, mais autour des tests, parfois la volonté qu'on peut avoir de vouloir bien répondre, entre guillemets, voilà, en se disant, c'est le cas, hein, quand on fait des tests de personnalité dans les magazines, on se rend vite compte que la question 1 voilà, est plus valorisante et nous permet à la fin d'avoir le profil qui nous intéresse le plus. Là, il faut sortir de cette logique. Il y a des bonnes réponses, mais il n'y a pas de logique à trouver, il faut être le plus sincère possible, quoi. Oui, ce n'est pas une logique de bon élève, c'est une logique avant tout d'être soi-même et puis d'éprouver ce que peut être aussi la complexité, les particularités du monde du travail et du monde social, avec toutes ces exigences et au fait qu'on va devoir à chaque fois essayer de trouver des solutions à des situations inattendues. On va passer aux questions du chat que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct pour que nous y répondions et pour que nous vous apportions des réponses. D'abord, est-ce que toutes les questions ont le même poids, quelle que soit leur difficulté, le même nombre de points? Alors, pour les tests de logique, oui, elles sont pondérées de la même manière. Par contre, pour les tests de compétences managériales, ça dépend de la nature de la réponse, puisque là, il y a un éventail de questions. Et on va poser les questions selon les cas qui vont incrémenter des pondérations différentes. Sur cette pondération-là, on a l'information en tant que candidat ou on ne l'a pas? Non, alors on ne donne pas d'informations détaillées sur les pondérations négatives parce que ça dépend en fait du nombre de propositions qui est posé et on ne veut pas brouiller non plus l'information au candidat qui pourrait être en difficulté après, faire des calculs un petit peu complexes, développer des stratégies de réponse un peu inopérantes. Donc on sait que voilà, une bonne réponse, en gros, ça vaut 1 point. Des mauvaises réponses, ça peut incrémenter des points négatifs, mais on ne donne pas le détail de toutes ces informations. Est-ce qu'il est possible, nous demande-t-on, de venir avec un brouillon? Est-ce qu'on a un brouillon? Alors j'imagine que le brouillon de la maison, évidemment, il reste dans le sac et on n'y touche pas. Mais est-ce qu'il y a du brouillon pour prendre des notes à côté? Alors non, on ne donne pas de brouillon parce que en fait, vous avez techniquement un livret qui permet de poser des opérations, qui permet d'écrire. Vous pouvez l'utiliser sans difficulté. Donc voilà, si vous avez besoin de réfléchir, le problème ne se pose pas. Mais on n'utilise pas de feuilles volantes, on n'utilise pas de documents supplémentaires. L'idée, c'est que tous les candidats soient placés dans les mêmes conditions et les mêmes matériaux. Et donc vous aurez sans problème des conditions qui sont assez confortables pour composer. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs réponses possibles et est-ce que dans ce cas-là, on est mis au courant? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, en général, non, il n'y a pas. Enfin, pour les tests de logique, il y a une réponse prioritaire qui va incrémenter des points. Pour le test de compétences managériales, c'est un peu plus complexe. Là, il peut y avoir plusieurs réponses, plusieurs bonnes réponses possibles ou plusieurs mauvaises réponses possibles. Pareil, ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas, non, on ne donne pas toutes les informations. Là encore, l'idée, c'est de ne pas brouiller complètement le cerveau des répondants. Voilà, on se retrouve dans une tâche, il faut essayer de s'adapter. Quand vous vous retrouvez dans la vie réelle et que vous devez gérer, piloter une association, vous ne savez pas quels sont les bons critères forcément qui vont faire que votre association va réussir, va atteindre ses objectifs ou pas. Vous devez vous adapter, vous ajuster en permanence. C'est un petit peu ça qu'on essaye aussi de mesurer à travers les tests. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, nous demande-t-on dans le chat, c'est-à-dire si on se rend compte qu'on s'est trompé, que ça nous a travaillé, on peut revenir dessus, ou est-ce que les feuilles sont ramassées au fur et à mesure? Alors, on ne ramasse pas les feuilles au fur et à mesure pour ne pas perturber les candidats. Donc là, on peut composer pendant toute l'épreuve, ça fait un peu plus de 3 heures, entre 3 et 4 heures, où on est tranquille pendant cette période-là et on peut gérer ces différents documents sans problème. On peut revenir en arrière pour l'épreuve en cours. C'est-à-dire qu'on a une liberté de navigation, si je puis dire, aller en avant ou en arrière pour l'épreuve qui est traitée. Par contre, tous les candidats sont placés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on traite une épreuve à la fois. Une fois qu'une épreuve est traitée, on ne peut plus y revenir.
Et de la même façon, on n'a pas le droit de sauter une épreuve et d'aller sur l'épreuve suivante, de façon vraiment à avoir exactement le même protocole pour tous les candidats. C'est une garantie d'équité. Qu'est-ce que vous appelez une épreuve, pardon Alors, une épreuve, c'est un test parmi l'ensemble des épreuves fournies. En Et il y en aura général, on combien? a une petite dizaine. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde en même temps doit arrêter de faire le test en question. Il y a un système de couleurs, de choses comme ça. Donc tout le monde doit passer un Alors niveau. les surveillants qui accompagnent, qui surveillent, qui aussi aident les candidats dans leurs tâches, ont pour consigne effectivement de vérifier que tous les candidats traitent bien chaque épreuve au bon moment. Et donc nous avons un système de repères par couleurs distinctes qui permet de vérifier que tout le monde en est au même point. Si on décide de rester trop longtemps sur une épreuve, on peut sortir, on peut être exclu ou on est rappelé à l'ordre gentiment? Non, c'est pas tellement dans la démarche d'exclure. On est vigilant, on est bienveillant et les candidats sont informés sur la nécessité de faire en sorte que tous les candidats soient mis dans les mêmes conditions pour protéger, pour des raisons d'équité, tout simplement. Donc il y a un rappel à l'ordre et en général, pas de difficultés particulières pendant les différentes sessions. Donc en fait, on ne peut pas vraiment revenir en arrière sur les questions des épreuves précédentes, juste sur les épreuves en cours. Non, je vous dirais qu'en plus, ça ne sert à rien puisque les temps sont quand même assez réduits. Donc il faut être très concentré sur chaque épreuve. Quand vous avez 15 minutes pour une épreuve, vous n'avez pas trop de temps, vous n'avez pas le temps d'aller picorer sur d'autres épreuves. Vous devez déjà vous concentrer sur le travail à faire et ça vous demande déjà assez d'énergie. C'était une autre question, combien de minutes par question, mais combien de minutes par épreuve? Là, c'est variable en fonction de la typologie d'épreuve? Oui, ça dépend de la longueur de l'épreuve et puis du niveau d'exigence de l'épreuve, mais disons qu'on est à peu près entre 10 et 25 minutes pour chaque épreuve. Donc vous voyez, c'est des temps quand même assez brefs, compte tenu du nombre de questions qui sont posées à chaque fois. On nous demande également la pondération de ces tests par rapport à tout le reste des oraux. Est-ce qu'on a le coefficientage de ces tests? Oui, alors ça c'est précis, c'est un tiers en fait, un tiers pour l'entretien, un tiers pour les langues, un tiers pour les tests. Et le découpage entre logique et partie managériale, là c'est connu aussi? Alors la partie logique pèse un peu plus, c'est-à-dire elle compte dans la note des tests, elle compte pour 2 tiers alors que la partie managériale pour 1 tiers. Allez, en guise de conclusion, quels seraient les conseils? Là, on est à quelques jours des résultats, à quelques semaines de la fin, du début, pardon, de ces oraux. Comment on se prépare dans la dernière ligne droite? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Il y a plusieurs choses. Moi, je crois que tout d'abord, croire en son talent, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire venir avec confiance, savoir identifier ses ressources, ses possibilités. L'ESSEC est une école qui est très attentive à accueillir les talents, à accueillir aussi la diversité. Donc croire en ses chances, se mobiliser, arriver déjà bien reposé parce que ça va être quand même une grosse demi-journée très sollicitante. Pour beaucoup, ce sera la première occasion de passer des épreuves de cette nature. Ça va mobiliser beaucoup d'énergie, donc il faut déjà arriver en bonne forme, en ayant confiance en soi. Ne pas oublier que la réussite dans les tests peut être une condition qui va permettre d'entrer à l'ESSEC. Donc il faut jouer cette carte-là, cette chance-là, au mieux, sans se décourager. L'épreuve est quand même assez difficile, c'est-à-dire qu'on va découvrir qu'on n'arrive pas à résoudre certains problèmes, qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est aussi quelque part, on va être un peu désarçonné par la nature de l'épreuve, mais à aucun moment il faut se décourager. Toujours croire en ses chances, se dire finalement oui, je vais peut-être ici perdre des points, mais je vais en regagner ailleurs. Et puis c'est le principe d'un concours, donc c'est le classement qui compte avant tout. Et donc donner le meilleur pendant cette demi-journée, c'est très important. Ensuite, essayer d'optimiser son temps, gérer son temps, parce qu'il y a un certain nombre de candidats qui ne viennent pas avec les outils, par exemple avec une montre, qui permettent de bien vérifier le timing, de bien gérer l'espace-temps qui est offert. Ça c'est important. Troisième point, se préparer, mais pas se surpréparer. Je l'ai déjà énoncé. Quatrième point, je pense qu'il y a vraiment une mobilisation sur la compréhension des énoncés, c'est-à-dire de ne pas faire de contresens par rapport aux consignes qui sont proposées, de façon vraiment à trouver la réponse la plus adaptée par rapport au cadre qui est fourni. Eh bien voilà, avec tous ces conseils, vous avez toutes les clés en main pour réussir ces tests.